Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue, welcome. Welcome au Jedi de la formation. C'est Céline, je suis Nico. C'est surtout pour ceux qui ne connaissent pas. Où est passée ma souris? Elle est là. Hop, c'est juste pour positionner sur les commentaires quand ils arrivent et relancer, voir si tout va bien. Alors, si vous arrivez, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, un petit pouce, un petit like. On aime bien savoir que vous êtes là, on aime bien savoir que vous nous regardez. Pareil, si vous nous regardez en replay, faites-nous coucou replay, il n'y a pas de souci, au contraire. Alors, le thème du jour, c'est pas compliqué. On a décidé de lancer une mini-série. Et cette mini-série, aujourd'hui, c'est notre deuxième épisode. Alors, je m'explique pourquoi est-ce que c'est le deuxième épisode de notre mini-série. Donc, la mini-série s'intitule autour du jeu, comme construire son jeu pour une séquence de formation. Donc, créer une séquence de formation avec un jeu. Le premier a été réalisé avant les vacances et on a parlé de gamification, de ludopédagogie. Notamment la différence entre les deux. Oui, tout à fait. C'était le 1er septembre, juste après les vacances, pardon, pour ceux qui ont entendu que j'ai dit avant, c'était après les vacances, donc quand on est rentré. Quand on a tourné ce live-là, quand on était avec vous ce 1er septembre, on n'a pas forcément eu l'idée de faire cette mini-série à ce moment-là. Donc là, maintenant qu'on l'a, on a dit c'est le deuxième épisode, puisque on va traiter un thème qui continue cette séquence. Ouais. C'est vrai qu'on a axé depuis un certain temps nos lives sur la vente, le marketing du formateur et de la vente de ses formations. Et là, on avait envie de revenir un peu à ce qu'on aime faire, la conception et la création et l'animation de formation, et de partager notre expérience autour de ce thème. Et surtout aussi améliorer en fait l'expérience apprenant. Ce qui compte avant tout, c'est pas nous, c'est nos apprenants. Donc nous, en fait, on croit fermement, c'est une conviction, c'est vraiment fort, que le jeu et la gamification, en fait, ça nous aide à faire vivre une expérience d'apprentissage, quelque chose d'unique, en fait, à nos apprenants. Et d'ailleurs, malgré qu'on ait une bibliothèque super importante, toi, moi, ouais. on a une bibliothèque incroyable à disposition. On vous a déjà partagé plusieurs livres autour de ce truc-là. Il y a peu de livres qui traitent de comment construire son jeu, et plus particulièrement la création de jeux sérieux, parce qu'en formation, c'est plutôt des jeux sérieux qu'on fait. Et donc, du coup, comment faire ces jeux sérieux et surtout les adapter pour les jeux, pour la formation. Alors, c'est vrai qu'on trouve une ribambelle en fait, de jeux, mais des fois, il n'y en a pas qui paraissent adaptés à ce qu'on veut faire, à l'objectif qu'on veut atteindre. Et si on passe du temps en fait, à chercher un jeu qu'on n'arrive pas à trouver, ça peut être vite décourageant. Et le côté sympa du jeu, il peut être pas mal terni en fait, avant même d'avoir commencé. Donc là-dessus, en fait, sur la création de jeux, Nico, il a pas mal de compétences. Notamment parce qu'il fait de la facilitation et d'usage de jeux innovants et du team building, je crois, et du coaching aussi. Ouais, c'est ça. Donc, à contrario, tout ça vient englober. J'arrive. J'en profite pendant qu'elle se sauve. Céline, elle, a déjà créé plusieurs jeux pour l'aider dans ses tâches d'animation de formation, y compris dans la classe virtuelle. Et elle a créé un super jeu pour les techniques de recherche d'emploi. Donc, quand elle fait de la TRE, elle utilise ce jeu. Pendant un temps, on comptait un peu le packager pour pouvoir vous le proposer. Et du coup, là, on a dit,
tiens, pour nous, c'est devenu un peu évident, non pas de partager un jeu qu'on a fait ou partager des jeux qui existent, mais bien de se dire comment on peut créer ces jeux, et donc de vous partager dans cette mini-série ce sujet, et de faire un peu une pause sur les autres sujets pour le moment, et on va traiter, je pense, sur une séquence une dizaine peut-être de live où on va traiter uniquement de ce sujet-là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire sur ce sujet? Rien, on va faire le plus possible. C'est parti. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si c'est une série qui peut vous plaire ou pas. Alors, cet épisode, en fait, il va porter sur les différentes phases et les différentes étapes qu'il faut pour pouvoir construire son jeu. Donc, pour créer un jeu pédagogique, il faut. On va faire la recette de cuisine. Alors, dans la recette de cuisine, pour nous, il y a 5 étapes, ou en tout cas 5 grandes phases pour réaliser son jeu, son atelier. Et on en a une 6e optionnelle. Alors la 6e, on verra ça à la fin, mais en tout cas, on va vous partager les 5 phases qu'elles doivent contenir, ce que vous devez y faire, et on vous partagera du contenu supplémentaire. La première phase, celle que la plupart des gens aiment faire, c'est la phase de conception. Pour ça, pour réaliser cette phase de conception, comme nous on fait de la formation, on a intérêt de choisir une séquence pédagogique et de reprendre un objectif pédagogique. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un objectif pédagogique, pour vous aider, je reviens de qu'est-ce que l'apprenant va-t-il être capable de faire à l'issue de la séquence? Et donc forcément, si on remplace cette séquence par un atelier ou un jeu, il sera capable de faire quoi à l'issue de ce jeu? On vous a mis, on avait tourné une vidéo sur ce sujet des objectifs pédagogiques. Je vais vous mettre en commentaire ce lien pour que vous puissiez aller regarder plus en profondeur qu'est-ce que c'est qu'un objectif pédagogique pour ceux qui ne savent pas. Donc une fois qu'on a identifié son objectif pédagogique, sa séquence, le truc c'est d'identifier c'est quoi la stratégie de jeu que je vais y appliquer pour atteindre cet objectif. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire à mes apprenants pour que justement ils atteignent cet objectif. Et dans les jeux, il existe une multitude de stratégies incroyables. Je sais que pour beaucoup, ils limitent le jeu ou jeu de plateau souvent en formation parce qu'ils connaissent les petits chevaux, le Monopoly, le jeu de loi. Et puis après, de temps en temps, on va rencontrer des cas un peu plus exotiques avec des jeux de cartes, des jeux de simulation. Alors, les jeux de simulation et les jeux de rôle sont souvent surexploités, mais pas dans un sens de gamification ou d'amener un effet ludique dans l'action, ou en tout cas d'ancrer un comportement. Souvent, c'est un peu mal vécu par les apprenants, le jeu de rôle, parce qu'ils se retrouvent être obligés acteurs alors qu'ils n'avaient pas forcément envie. Ah, ça, c'est qui tout double. Il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. C'est ça. T'as une chance sur deux. Et quand on a une session où tout le monde déteste, on se retrouve avec à attirer les participants pour qu'ils viennent faire le jeu de rôle, et c'est compliqué pour eux, en fait. Donc ça, c'est choisir la stratégie. Donc, est-ce que c'est un jeu de plateau? Est-ce que ça va être un jeu de cartes? Est-ce que c'est collaboratif? Est-ce que ça va être de la compétition? Est-ce que, par exemple, on peut utiliser des mécaniques comme le jeu risque, par exemple, des stratégies, etc. Il en existe une multitude. D'ailleurs, ça fera le sujet d'un live où on parlera des stratégies de jeu qu'on pourrait utiliser et appliquer lors d'un prochain live pour aller plus en détail sur ce choix. Moi, l'objectif aujourd'hui, c'est les 5 phases. Ensuite, une fois qu'on a choisi, identifié cette stratégie, c'est de définir c'est quoi l'espace de travail du jeu, comment ça se matérialise. Donc, si je reprends le jeu de loi ou le jeu de Monopoly, le jeu de plateau, en fait, on a un plateau et l'espace est matérialisé par ce plateau-là. Mais on pourrait très bien, nous, décider de faire un jeu de loi au mur, par exemple. Donc, du coup, l'espace de travail est sur le mur. Ça peut être un espace où les gens se déplacent dans la salle, etc. Donc, il faut définir cet espace de jeu, de travail pour les apprenants. Ou un espace virtuel aussi. Ouais, ça peut être un espace virtuel. Donc, si on utilise des outils comme Geniali, de choisir
quel est l'espace que les gens vont travailler, ou si c'est un élément collaboratif avec le Padlet, par exemple, bah, quel est l'espace dans lequel eux, ils vont opérer. Ensuite, on va avoir tout ce qui est lié aux artefacts. Alors, je sais que souvent, on me pose la question, mais c'est quoi les artefacts? Ça veut dire quoi? Ça représente quoi? Alors, l'artefact, en fait, est l'assemblage de deux notions. Donc, la première notion, c'est la pièce, ou l'objet qu'on va manipuler, et surtout, c'est le mouvement qu'on va lui donner et l'histoire qu'on va lui apporter. Si on s'amuse à regarder des films comme Indiana Jones, il est toujours en train de rechercher des artefacts, donc ce sont bien des objets qu'il va chercher physiquement, mais ces objets ont une histoire, sont déplacés dans le temps, et donc du coup, c'est ça l'artefact. Donc c'est le fait d'avoir ces deux notions qui existent ensemble. Ensuite, on va définir c'est quoi l'histoire, c'est quoi qu'on va faire, qu'est-ce qu'on veut faire à nos participants au travers de ce jeu, quelles sont les règles qui vont le constituer. Il faut que ce soit des règles extrêmement explicites. On ne laisse pas de doute. Sinon, c'est rare, c'est difficile. Et un petit bonus, c'est bien de les afficher, les règles. Ouais, bien de l'afficher et de les garder. Alors, si vous avez... que les gens puissent les lire et s'y référer au besoin. Surtout si elles sont compliquées. Voilà. Et puis le dernier conseil qu'on peut vous donner, c'est que dans cette phase-là, toute la phase de conception, n'ayez qu'en tête que l'objectif pédagogique et l'objectif d'apprentissage que vous voulez obtenir de vos apprenants. Il faut s'abstraire de la partie ludique du jeu ou du plaisir du jeu, etc. Parce que souvent, ça va nous détourner de ce qu'on cherche à obtenir. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes qu'on a quand on utilise un jeu du commerce qui a pour objectif principal d'amuser les gens, en fait. Donc, du coup, là, il faut bien se concentrer sur cet objectif. Et puis, le dernier point, là, c'est Céline qui nous avait fait un super truc. On a plusieurs vidéos sur ce sujet qui vont arriver. Le débriefing, c'est vraiment important. Je pense qu'à mon avis, c'est toi qui peux en parler le plus. Et puis, pendant que tu en parles, je vais partager le lien de la vidéo pour que vous puissiez aller voir plus en profondeur cette partie-là. Alors, oui, donc généralement, c'est avec le débriefing, on a tendance soit à le zapper complètement, soit à ne pas le faire, ou à le survoler en disant bon, bah, c'est bon, au niveau timing, je suis serré, le débrief, on le fera à la volée. Sauf que je pense qu'il faut vraiment inclure le débriefing comme une partie du jeu. Et en fait, le jeu pour le jeu en formation, en fait, ça n'apporte rien du tout à l'apprenant. S'il a envie de jouer, il va se prendre sa PlayStation ou il va se prendre un ballon, il va avec ses copains, enfin peu importe, on s'en fiche. Mais il a d'autres moyens de s'amuser que de venir se former. Et mais je dirais même plus au contraire, en fait, s'il se concentre pas en fait sur ce qu'il vient d'apprendre, s'il le comprend pas, s'il comprend pas que le jeu en fait il avait un intérêt d'apprentissage, votre activité, votre atelier, même si vous avez bossé super fort dessus, ça fera un beau plouf. Donc effectivement, on avait une vidéo sur le débriefing que tu as partagée. Ouais, c'est beau. Donc voilà, en fait, à cette phase de conception, on va prévoir tous ces éléments-là. Alors, bien sûr, il y a aussi le timing qui va rentrer en jeu, etc. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être vus à ce moment-là, et c'est vraiment important. Une fois qu'on a fait cette conception, de faire une phase de ce qu'on appelle une phase de prototypage. Donc, la deuxième phase, c'est le prototype. Donc là, typiquement, c'est quelque chose qui doit être rapide. On ne cherche pas à avoir un jeu super joli, un plateau super joli, des pièces super jolies. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de vérifier que les règles qu'on a mis en place, le timing qui est mis en place, alors, souvent ce qu'on appelle le filage par rapport au timing, c'est que ça fonctionne, que ça marche correctement. Du coup, si vous avez des pièces à réaliser, faites-le avec au moindre coût, entre guillemets. Trouvez des éléments qui existent déjà dans votre entourage, si vous avez un plateau, prenez des feuilles, découpez, tracez, dessinez, juste pour tester, pour vérifier que ça fonctionne. Et puis surtout pour les règles, vérifier ces règles-là en jouant tout simplement avec des gens de votre entourage
Donc, ça peut être votre famille, faites venir vos enfants, ils vont avoir plaisir de jouer et de créer ce jeu-là. Si vous êtes en entreprise, moi, ça m'est arrivé, on a créé des jeux avec des Lego, etc. Donc, une séquence de jeux spécifique avec des Lego, parce que les Lego étaient propices à un apprentissage particulier. On a testé avec les collègues et vérifié que ça fonctionne bien, que ça tourne bien, que les règles sont cohérentes. Et puis notre débriefing, on a intérêt de le peaufiner, donc du coup de tester ces questions-là en fait. Voilà. Donc au final, si vous allez retenir pour la deuxième phase, pas nécessaire de rendre joli, vous n'avez pas besoin de finition de dingue, le tout c'est de tester, de rendre facilement jouable votre jeu pour que les gens puissent se concentrer sur l'apprentissage. C'est là souvent où on va se rendre compte s'il est difficile, est-ce qu'il y a des pièges qu'on n'avait pas identifiés, est-ce que les questions peuvent pleuvoir de nos joueurs parce qu'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Du coup, on va pouvoir ajuster. Une fois que tout est ajusté, une fois que vous avez mis à jour vos règles, vous arrivez à la phase 3. La troisième phase, c'est la phase de fabrication. C'est là où ton jeu est prêt, c'est super, tu n'as plus qu'à le rendre beau. C'est là où tu vas pouvoir travailler le décorum du jeu. Ça va être le plateau. Tu vas peut-être faire un super plateau. Moi, ça m'arrive sur certains où on va plastifier, par exemple. Alors ouais, justement, j'ai un conseil là-dessus. Si vous le faites à la maison, effectivement, tu peux plastifier, mais tout le monde n'a pas de plastifieuse. Nous, on n'en a pas, par exemple. Quand on plastifie, non, j'en ai plus, on fait faire. Voilà. Quand c'est des grands plateaux A0, oui, je fais plastifier. Et il y a un truc qui se vend, alors ça se vend à Cultura, ça se vend dans tous les trucs d'atelier manuel. C'est du vernicole. Alors c'est tout con, souvent c'est un gros pot vert qui coûte 5 ou 6 euros. Et initialement, c'est prévu pour découper des feuilles et puis les coller sur des objets. Et là, en fait, avec le vernicole, si vous passez une couche assez fine, ça va venir durcir en fait votre support et ça va mettre une protection. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que si jamais il y a une bouteille ou si jamais il pleut et que tu sors avec ton jeu. L'autre astuce qu'on utilise pour les finitions, c'est aussi utiliser des services qui existent tout près ou d'aller acheter des pièces toutes prêtes qu'on n'a plus qu'à colorier, peindre, etc. Je vous mets le lien du site que nous, on utilise. Pour le coup, ce n'est pas un lien affilié, donc nous, on ne touche rien. C'est vraiment parce qu'on apprécie ce site. Ça s'appelle Tout pour le jeu. Vous pouvez même trouver des boîtes, etc. etc. Et donc, c'est comme ça qu'on peut choisir des dés 12 faces, 20 faces, 17 faces, si vous utilisez comme des jeux de rôle avec plein de dés. C'est là où aussi on peut avoir des cartes vierges, plus qu'à remplir, tout simplement, ou à fabriquer. Pour les cartes, souvent, on va utiliser des cartes réutilisables dans le prototypage. Et si notre jeu marche, on va les faire réaliser dans une imprimerie. Ils vont nous réaliser un jeu de cartes, après qu'on aura tout simplement à portée de main et qui rend le jeu intéressant. Voilà, donc Tout pour le jeu, c'est un super site. Vous allez trouver tout ce qu'il vous faut pour créer votre jeu d'un point de vue finition. La quatrième phase, parce que là on a vu donc la conception, le prototypage, la fabrication en elle-même du jeu, c'est le temps de l'utiliser. C'est bien ce but principal qui nous intéresse, c'est d'aller réaliser ce jeu, de le faire tester dans sa formation. Souvent, les premières fois, on a toujours une petite appréhension parce qu'on ne sait pas comment nos apprenants vont réagir quand on sort notre jeu là, et puis qu'on va dire qu'on va jouer. Des fois, il y en a, ils vont vous dire nous, on ne joue pas, on est dans l'entreprise, les jeux, c'est pour les enfants. Moi, en tout cas, je traite d'une façon plus simple le truc, c'est qu'on fait un atelier découverte sur un concept. J'enlève le mot jeu, comme ça c'est réglé. Et puis si des gens me disent oui, mais c'est un jeu, je leur dis non, en fait, on va faire une simulation d'un comportement qu'on veut obtenir en entreprise avec une définition stratégique
Et donc, du coup, comme j'utilise tout leur langage qui montre qu'en fait, on n'est pas en train de jouer, on est en train de faire quelque chose de réellement sérieux. Hein, c'est des éléments importants, c'est le sérieux de notre action est important. C'est pas parce qu'on utilise des techniques utilisées et empruntées par l'enfance qu'on ne peut pas utiliser ces éléments-là en apprentissage. Donc, le jeu, c'est parti, c'est là où vous allez sans doute avoir aussi les premières confrontations. Si vos collègues sont sympas, votre famille est sympa, ils vous ont peut-être moins chahuté sur les premiers jets de votre jeu. Par contre, vos formés, vos apprenants, ils ne vont pas vous louper en fait, s'il y a quelque chose qui cloche, etc. Donc c'est un moment de prendre note et de réviser de repartir à la planche à dessin et de reconcevoir une partie du jeu et de refaire les étapes 1, 2 et 3. Et ça, c'est ce qu'on appelle la 5e phase, dite la phase de mise à jour, malgré qu'on on espère avoir tout pensé à la conception, qu'on pense avoir tout élagué à la phase de prototypage, malheureusement, il y a quand même des retouches. C'était quoi tes retouches là, sur ton jeu TRE? Tu te souviens? C'était il y a trop longtemps. Oui, non. Non, après, si j'ai modifié quelques questions, j'ai rajouté des questions. Ouais. Mais en soi, il n'y avait pas une profonde modification du jeu. D'accord. Donc, il avait plutôt bien marché. Ouais, des questions, tu avais bien fait la phase de prototypage. Ouais. Donc, bien sûr, ça va ajuster les questions, les livrets, les cartes s'il y en a, le plateau, etc. Ce qui est souvent intéressant aussi, c'est de faire attention à tous les retours qu'on te fait, de ne pas les prendre tout de suite bruts de pomme, et puis de se dire, hop, il faut que je revienne sur mon jeu parce que ça ne va pas. Essaye d'identifier, est-ce que la question devient récurrente? C'est-à-dire que est-ce que les personnes si tu joues 2, 3, 4, 5, 10 fois, sur les 10 fois, est-ce que 5 fois la question est revenue? Est-ce qu'une fois sur 2 c'est revenu? Ou est-ce que c'est une fois épisodiquement et c'est plus jamais revenu et ça reviendra peut-être un autre jour? Là, la question se pose, est-ce qu'on a besoin de redesigner ou c'est juste une mauvaise interprétation d'une règle ou ne serait-ce que de comprendre le but même du jeu en fait. Voilà. Donc, prends le temps de laisser quand même le jeu vivre avant de tout modifier. Ouais. Surtout que ça prend du temps, énormément. Ouais, puis après, c'est vrai que tu peux avoir un mauvais vécu, mais c'est aussi à toi, de la façon dont tu l'as animé. Peut-être qu'il manque un petit quelque chose que tu peux modifier. Et sans forcément modifier ton jeu, tu vas juste modifier une partie de ton animation. Ce qui fait que ton jeu en lui-même, il ne sera pas modifié, mais ton animation, si. Ouais, d'accord. Ça arrive aussi. Tu dis, ah bah oui, tiens, là, j'aurais bien aimé dire ça, ajouter ça, ou là, j'ai trouvé que ça manquait parce qu'on m'a posé la question, donc tu viens enrichir ton anime plutôt que modifier ton jeu. Donc, c'est important. Ouais. Donc, cette phase de mise à jour est importante, et puis peut-être qu'avec le temps aussi, comme on fait de la formation, le concept, il évolue aussi. Peut-être que dans 2 ans, ton concept il sera un peu obsolète. De nouvelles choses vont arriver sur le marché. Du coup, il faudra que tu mettes à jour ton jeu, peut-être avec les questions. Donc, si tu fais des jeux avec la réglementation, par exemple, comme elle évolue, il vaut mieux utiliser des jeux de type carte pour pouvoir changer une carte ou 2 par rapport à cette réglementation, par exemple. La dernière phase, celle maintenant qu'on a vu les 5 phases, donc je vous rappelle, on a vu la phase donc, de conception, la phase de prototypage, la phase de fabrication, la phase d'usage et la phase de mise à jour, donc la 5e phase. Il y a une 6e phase, celle-ci, elle n'est pas pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle la commercialisation. Alors, si on veut promouvoir son jeu, même si on ne la commercialise pas au sens où on la vend, c'est possible que de temps en temps, on a dit, tiens, moi j'ai un jeu qui est sympa, je voudrais bien le diffuser à d'autres collègues. Donc, c'est la 6e phase. Elle est optionnelle. Le but, c'est souvent soit de te faire un nom avec le jeu, ça te sert de crédibilité aussi, ça te sert pour te démarquer, ça peut te servir pour la communication, ta communication.
Donc, du coup, tu vas communiquer sur ton jeu et comment il se joue, etc. Souvent, ce qu'on peut faire, pour ceux qui ne commercialisent pas concrètement, c'est-à-dire qu'ils ne font pas une page de vente, ils ne vendent pas leur jeu, c'est d'aller faire découvrir son jeu à des conférences. Moi, dans mon domaine, il y a plein de moments où en fait on joue beaucoup pour tester des concepts, ajuster aussi de temps en temps. On utilise des conférences pour ajuster le jeu avec ses règles, pour avoir des retours d'un nombre important de joueurs d'un coup. En fait. Et puis bien sûr, le but c'est quand même en conférence de faire découvrir le jeu et puis de trouver un moyen de le diffuser. Donc ça pourrait être l'élément moteur aussi, c'est comment tu vas diffuser ce jeu-là, comment tes collègues pourraient l'avoir. Donc soit c'est un jeu qui est super joli, etc., qui demande un peu d'investissement, tu peux donner un guide de comment fabriquer ce jeu-là. Et les gens vont reconstruire à leurs frais cette fabrication, soit c'est toi qui prends la charge de constituer une belle boîte avec du design, etc. Là, c'est toi qui fais cet investissement, donc tu as intérêt de le commercialiser derrière. C'est ce que je voulais à peu près dire sur la phase de commercialisation. Peut-être qu'il y a des trucs que j'ai oubliés, mais de toute manière, comme on reviendra au fur et à mesure avec les lives sur chacune des phases, on va creuser un peu plus chaque sujet, on vous donnera encore plus d'astuces. On arrive au bout de ce qu'on voulait partager aujourd'hui dans ce deuxième épisode. Le prochain live. Ouais, donc le prochain live, on va aller un petit peu plus en détail en fait sur la conception du jeu et plus particulièrement sur l'usage des stratégies qui existent. Et on va aussi identifier celles qui s'adaptent le mieux à certains types d'objectifs pédagogiques. Ouais, tout à fait. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des commentaires, à nous mettre en commentaire des questions ou nous dire si c'était super ou si c'était nul, peu importe. En tout cas, faites-nous des commentaires, dites-nous ce que vous en avez pensé. Si vous êtes en replay, n'hésitez pas à marquer replay 2 points et puis poser votre question parce que des fois, on ne se souvient plus si c'est une question en live ou en replay. Parce que le replay sous Facebook est un peu particulier. Il va taguer la question au moment où vous êtes en train de visionner la vidéo. Et donc, du coup, pour nous, on ne fait plus la différence entre quand les gens étaient en live et quand les gens étaient en replay. Puis nous, ça nous permet d'être tagués automatiquement et de pouvoir vous répondre. Voilà ce qu'on pouvait dire. Ciao. En tout cas, on vous souhaite une bonne soirée. Et à la semaine prochaine dans les Jedi de la formation.